Il y a quelques semaines, sous une de mes précédentes vidéos, on m'avait demandé un petit peu de publier une vidéo sur voilà, quels sont les meilleurs ETF selon moi, quels sont également les meilleurs brokers en fonction de si on est plutôt sur un PEA, sur un compte titre ou même sur une assurance vie. Donc ça, c'est du contenu qui est assez classique pour les youtubeurs en finance. C'est des contenus qui sortent assez régulièrement. Et du coup, je vais essayer de faire les choses un petit peu différemment de tout ce que j'ai déjà vu, même si je me doute que je dois absolument pas être le seul à procéder de cette manière. Plutôt que de vous donner une liste des meilleurs ETF, puisque c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui, je vais plutôt vous apprendre à aller chercher les critères qui sont importants pour vous, à regarder ce qui est important pour vous, ce qui est important à regarder comme critères sur un ETF. Et comme ça, au moins, en fonction de vos objectifs, de votre profil de risque, de tout ce qui s'ensuit, vous pourrez choisir, vous, quels sont les ETF qui sont les plus importants, qui sont les meilleurs pour votre profil de risque, pour votre profil d'investisseur à vous. Parce qu'en fait, si moi je vous fournis une liste des meilleurs ETF, ce sera une liste des meilleurs ETF selon moi. Et c'est pas parce que c'est les meilleurs selon moi qu'il y a une stratégie et des objectifs bien définis que ce sera forcément les meilleurs pour vous qui avez peut-être une stratégie différente et un profil de risque différent. Donc je préfère vous apprendre à pêcher, vous apprendre à aller chercher les informations par vous-même plutôt que de vous donner du poisson directement. Et voilà, donc on va se retrouver aujourd'hui sur un site qui s'appelle JustETF, que vous connaissez peut-être déjà. On va regarder du coup tout ce qu'on peut trouver sur ce site, quels sont les critères qui sont selon moi importants à regarder. Et comme je vous ai déjà dit, voilà, après, derrière, vous serez libre de retirer certains critères si vous les trouvez pas importants, d'en rajouter d'autres si par rapport à votre profil de risque ou votre profil d'investisseur, vous les trouvez pertinents. Et au moins, vous pourrez définir quels sont pour vous les meilleurs ETF. Allez, je vous tease pas plus longtemps et on va aller directement sur le site. Donc, Just ETF, on va avoir le petit site orange, c'est le premier qui arrive ici. Et donc, sur le site, on va aller sur sélecteur d'ETF et trouver des ETF. Voilà, donc là, on se retrouve sur le site Just ETF. Donc, vous avez ici, à la gauche, toutes plein de catégories sur lesquelles vous pouvez filtrer. Donc, on voit ici déjà dans la première partie haute, sur la partie bleue ici, on peut filtrer par classe d'actifs. Donc on a les actions, les obligations, les métaux précieux, les matières premières, les crypto-monnaies, l'immobilier et même le marché monétaire. Donc si par exemple je vais sur actions, ce qui est généralement quand même le plus recherché quand on part sur les ETF, on voit qu'on a ensuite des sous-sections sur lesquelles on peut trier. Donc on peut trier par région. Donc par exemple Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe, Europe de l'Est, marché émergent et même le monde. On a également des filtres par pays, voilà, par secteur. Donc vous voyez, vous avez agroalimentaire, assurance, automobile, etc. Les stratégies d'action, donc la stratégie croissance, la stratégie dividende, la stratégie dynamique, faible volatilité pondérée en fonction des risques. Voilà, vous avez toutes sortes de filtres là-dessus, de stratégies, et également par thème. Donc l'aéronautique, l'alimentation de l'avenir, les articles de luxe, les biotech, etc. Alors, tant qu'on est là-dessus, pour moi, les ETF thématiques, déjà, c'est à exclure. Pour moi, prendre des ETF thématiques, ça se rapproche vraiment beaucoup trop de faire du stock picking. Et vous ne savez jamais quel secteur va performer ou surperformer demain. Vous ne pouvez jamais le savoir avec certitude. Et le marché a toujours raison. Et pour moi, c'est mieux de s'exposer au marché dans sa globalité. Si vous le faites, vous serez de toute façon exposé à tous les secteurs de l'économie. Puisque si vous prenez un MSCI World ou un S&P 500 ou un Stock 600, je peux vous garantir que vous avez tous les secteurs de l'économie qui sont représentés dans ces indices. Et si jamais il y a un secteur qui surperforme un autre, vous y serez exposé de toute façon. Alors moins effectivement que si vous aviez un ETF sectoriel. Mais si demain vous vous dites, voilà, pour moi c'est l'avenir, c'est le luxe, je veux un ETF luxe, et les consommateurs chinois arrêtent de consommer, Trump nous fait une folie avec les droits de douane ou tout ce que vous voulez, vous allez prendre une méchante déculottée, et c'est pas dit que ça ne dure pas pendant quelques temps. Donc pour moi, en tout cas, les ETF thématiques, c'est déjà quelque chose qui est à exclure, ça se rapproche beaucoup trop selon moi de la gestion active. Donc ensuite, si on descend un petit peu plus bas, on voit qu'on peut même choisir par indice, donc l'indice qui est répliqué, donc on voit qu'il y a 1136 indices qui sont réplicables ou sur lesquels il y a des ETF qui répliquent cet indice, donc on ira voir tout à l'heure avec un exemple concret en fonction de ce qu'on cherche. On a également des catégories offres spéciales d'ETF. Donc vous avez certains brokers qui sont mentionnés, qui ont des promotions sur certains ETF. Bon, voilà. Les ETF éligibles au plan d'épargne, donc ça c'est pareil, c'est pour certains brokers, donc Scalable Capital et Trade Republic, où vous pouvez mettre donc des plans d'épargne programmés sans frais.
Donc voilà, vous avez la liste des ETF qui sont éligibles à ces plans d'épargne. Vous avez des ETF développement durable. Donc vous pouvez filtrer si vous êtes vraiment intéressé par ça, par tout ce qui est ESG, ISR, même si pour moi il y a quand même pas mal de bullshit là-dedans. Bah, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont très appétentes à ça, donc vous pouvez filtrer uniquement sur des ETF durables. Là, on commence à avoir un filtre qui est pour moi relativement intéressant et relativement important à regarder, c'est l'ancienneté. Donc vous avez plus d'1 an, plus de 3 ans et plus de 5 ans. Donc là, tout doit dépendre de votre niveau, depuis combien de temps vous investissez, de votre conviction et de vos connaissances sur les marchés. Mais pour moi, en tout cas, si vous débutez ou si vous n'avez pas trop de connaissances ou si vous n'êtes pas trop à l'aise et que vous voulez quand même quelque chose qui est quand même plutôt sûr, il y aura un premier filtre à appliquer à ce niveau-là, ce sera le plus de 5 ans. Parce qu'au moins, vous avez des fonds qui ont déjà une certaine ancienneté et vous allez pouvoir consulter, on le verra tout à l'heure ensemble, si sur ces 5 ans, il a eu vraiment une bonne réplication de son indice ou s'il y a une tracking error qui est assez forte. Donc c'est vraiment, si vous voulez quelque chose quand même qui est sûr, bah, si vous savez qu'il existe déjà depuis plus de 5 ans, c'est que normalement il y a quand même des gens qui l'utilisent et vous allez avoir une certaine antériorité des données que vous allez pouvoir analyser, ce qui pourra vous rassurer. Ensuite, vous avez, si vous voulez vous exposer au PEA, bah, vous avez une catégorie éligible au PEA. Si vous cliquez sur cette catégorie-là, bah, vous aurez tous les ETF qui existent qui sont éligibles au PEA. Ce qui peut être relativement intéressant, hein, puisque le PEA, c'est pour moi, pour les investisseurs français, la meilleure enveloppe pour investir en bourse, en tout cas pour débuter, tant que vous n'avez pas atteint le plafond. Pour moi, vous n'avez vraiment aucun intérêt à partir sur un compte titre tant que vous n'avez pas déjà rempli au moins votre PEA, même si les ETF assujettis au PEA ont des frais de gestion qui sont un peu plus élevés que les autres qui sont éligibles au compte titre. Je pense qu'au global, quand on prend en compte la fiscalité, ce sera quand même intéressant. Ensuite, vous pouvez filtrer en termes de distribution de l'ETF. Donc vous avez des ETF qui sont ce qu'on appelle capitalisants. Ça veut dire qu'en fait, ils ne vont pas vous reverser les dividendes. Les dividendes seront automatiquement réinvestis dans la performance du fonds. Et vous en avez au contraire qui sont distribuants, qui vont donc vous distribuer les dividendes. Aujourd'hui, à moins que vous ayez besoin de ces dividendes pour les racheter, pour vivre, etc., pour moi, vous n'avez aucun intérêt à partir sur un ETF qui soit distribuant. Encore plus si vous êtes sur un compte titre, par exemple, puisque là, vous allez avoir la fiscalité qui va s'appliquer d'office, la fameuse flat tax, les 30%. Si vous voulez savoir d'ailleurs comment c'est calculé la fiscalité sur les revenus de capitaux immobiliers, vous avez ma vidéo juste à droite que j'ai faite sur les impôts pour vous expliquer comment fonctionne le calcul de l'impôt en France. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est une vidéo qui est en 2 parties. Mais je vous affiche à l'écran déjà la première partie et ensuite vous pouvez aller voir dans les playlists replay, vous aurez la deuxième partie également qui sera donc sortie une semaine après que vous pourrez regarder et je vous explique du début à la fin en fait de vos salaires à vos revenus fonciers en passant par vos revenus de capitaux immobiliers ou vos plus-values de cession mobilière, comment sont calculés vos impôts en France. Allez, on ferme la parenthèse. Voilà, donc encore une fois, si vraiment vous n'avez pas besoin des dividendes pour vivre ou quoi que ce soit, partez sur un ETF capitalisant. Ça vous évitera en fait d'avoir à repasser des ordres et à payer des frais de passage d'ordre pour réinvestir le capital. En capitalisant, ce sera fait d'office. On a un autre critère là qui selon moi est important, c'est la taille du fonds. Donc plus de 100 millions ou plus de 500 millions. Encore une fois, si vous cherchez quelque chose qui est fiable, qui est robuste, qui a fait ses preuves, si vous mettez plus de 5 ans et plus de 500 millions, là, vous êtes sûr quand même d'avoir parmi les plus gros fonds qui existent et parmi les plus anciens. Donc, vous aurez l'ancienneté sur lequel vous pourrez regarder la tracking error, les choses comme ça. Et le fait d'avoir une grosse taille de fonds, ça veut dire que des investisseurs utilisent ce fonds et que donc potentiellement, normalement, c'est qu'il est fiable. Si c'était un fonds qui était réellement mauvais, normalement, il n'aurait pas plus de 500 millions d'encours sous gestion. Surtout aujourd'hui, avec le vaste choix d'ETF qui existe, je peux vous dire que en 2 clics, on peut vendre un ETF pour en acheter un autre qui est moins cher ou mieux ou ce que vous voulez. Les investisseurs ne se privent pas pour le faire. Donc, ça vous donne quand même une certaine sécurité. D'avoir une ancienneté plus une taille de fonds, vous êtes normalement sur des fonds qui seront globalement performants. Vous avez ensuite la méthode de réplication. Donc, méthode de réplication complète, ça veut dire qu'en fait, on va prendre l'exemple du CAC 40 parce que ce sera le plus simple. Donc, le CAC 40, c'est le principal indice boursier français. Vous avez donc les 40 plus grosses capitalisations boursières de France qui composent cet indice. Si vous prenez un ETF CAC 40 à réplication complète, ça veut dire qu'en fait, cet ETF aura les 40 titres qui composent le portefeuille CAC 40 avec la répartition capi pondérée, c'est-à-dire
Bah, par exemple, aujourd'hui, c'est, si je me trompe pas, c'est Schneider qui est la première ligne du CAC 40, et ben Schneider aura un plus gros pourcentage que le deuxième qui doit certainement être Total Energy, qui aura lui-même une plus grosse part dans l'indice que le troisième qui doit être certainement LVMH. Voilà. Et donc, ce sera toujours en fonction de la taille. Là, en fait, la taille dans l'ETF sera la même que la taille que l'entreprise représente dans l'indice lui-même. Vous avez donc un ETF qui a une réplication hybride. Donc bon, je pense que je vous le déconseille, mais en gros, c'est un mix entre le synthétique et la complète. Je vois pas quelle est la différence avec l'échantillonnage, je connaissais pas. J'ai regardé rapidement l'autre jour, mais j'ai pas trouvé d'informations plus fiables que ça. Je pense pas que ce soit très pertinent, sinon il y en aurait plus que un déjà, je pense. Vous avez ensuite l'échantillonnage. Alors l'échantillonnage, je pense que c'est principalement des ETF qui sont sur les obligations ou sur l'indice qu'on appelle ACWI, ACWI, All Country World Index, puisqu'en fait c'est des indices qui comportent, par exemple, l'indice All Country World Index, il compte plus de 7000 entreprises, je crois, de mémoire. Et donc, c'est quand même très compliqué pour les ETF d'avoir 7000 entreprises à gérer, surtout qu'il doit y en avoir qui doivent représenter 0,01% du fonds. Et donc, en fait, ils font ce qu'on appelle un échantillonnage et ils prennent les peut-être 200, 300, 400, 500 ou 1000 plus grosses lignes. Et les entreprises qui sont les plus petites dans l'indice, en fait, ne sont pas pris en compte, mais ça n'a pas d'impact, en fait, sur la performance. Généralement, l'ETF arrive quand même à bien suivre la performance de son indice. Et c'est également très courant sur les ETF qui sont obligataires, où là, c'est pareil, vous avez un très grand nombre de titres par indice, et donc l'échantillonnage permet de ne pas avoir tous les titres du portefeuille de l'indice dans le fond, ce qui serait beaucoup trop compliqué à gérer. Et vous avez ensuite donc la réplication synthétique. Donc ça, ce sont des ETF que vous retrouverez principalement pour éligibles au PEA. Si vous voulez mettre des ETF américains, donc Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, ou des ETF monde ou des ETF marché émergents dans votre PEA, ce sera forcément des ETF synthétiques. Donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne exactement la réplication synthétique. Et pour faire très simple, en fait, vous avez une société de gestion qui passe un contrat avec une autre société de gestion outre-Atlantique, par exemple, si on prend le marché américain. Et à la fin de chaque journée, ils vont s'échanger la performance. C'est-à-dire que dans l'ETF que vous allez acheter, par exemple S&P 500, en fait, vous allez acheter un ETF qui détient des titres européens. Mais à la fin de la journée, en fait, l'émetteur va échanger la performance qu'il a eue sur ces titres européens avec une société de gestion américaine qui, elle, est investie sur le S&P 500. Donc vous allez bien répliquer la performance du S&P 500 et la contrepartie fera ce qu'elle veut après avec la performance des actions Europe que vous détenez réellement dans votre ETF. J'essaierai de vous faire une vidéo où je vous expliquerai ça de manière plus détaillée, plus simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse et je vous la ferai pour vous expliquer exactement comment ça marche, simplement avec peut-être des graphiques pour que ce soit le plus clair possible. Vous avez ensuite la possibilité de filtrer par émetteur d'ETF. Donc par exemple, vous pouvez vous dire, bah moi, Amundi, je trouve que c'est super bien parce que c'est le premier gestionnaire d'actifs européen. Je veux pas spécialement m'exposer à des émetteurs qui sont américains, donc je veux que des ETF qui sont émis par Amundi, par exemple. Et ben vous cochez Amundi et vous aurez uniquement les ETF qui seront proposés par Amundi. Je fais décocher. Vous avez également par famille d'indices. Donc, vous voyez le DAX, le Dow Jones, le FTSE 600 britannique, JP Morgan, vous avez les indices de MSCI, vous avez le Nasdaq, les indices de S&P, les indices de stocks. Voilà, vous avez tous les émetteurs d'indices en fait qui existent. Le domicile du fonds, donc vous pouvez filtrer où est logé le fonds. Donc vous pouvez avoir des fonds allemands qui sont domiciliés en Allemagne, en France, en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas. On voit quand même que c'est principalement Irlande et Luxembourg à chaque fois. Vous pouvez filtrer également des ETF qui sont couverts en change. Donc quand vous voyez dans le titre de l'ETF le mot hedge, H-E-D-G-E, ça veut dire couvert. Donc en fait, ce sont des ETF qui vont se couvrir contre la variation des monnaies fiat. Si aujourd'hui vous achetez sur un compte titre français un ETF sur le S&P 500, en fait vous allez acheter votre ETF en euros et vous allez être exposé au dollar. Et par exemple, c'est ce qui explique que depuis le début de l'année, le S&P 500 a perdu quelque chose comme 9 ou 10%, je crois. Et pour les personnes qui sont exposées sur des ETF S&P 500 en euros,
leur perte est plutôt de 13 ou 14%, puisqu'en fait le dollar a tellement baissé qu'en fait c'est la double peine pour les investisseurs en euros, puisqu'ils ont subi et la baisse de l'indice et la volatilité du dollar. Bah ça, si vous prenez un ETF qui est couvert en change, ça peut vous permettre de limiter cette volatilité des devises. Par contre, vous aurez en échange des frais de gestion de l'ETF, bien évidemment, qui seront un petit peu plus chers, parce qu'en fait, la couverture en change, c'est rien de plus, rien de moins qu'une assurance, hein, plus ou moins, qui est prise par l'émetteur. Donc, tout ça, vous le payez, bien évidemment. Donc, vous pouvez ensuite filtrer par catégorie, puisqu'en fait, vous avez donc des OTC, des ETF, des ETN. Donc, la différence, les ETF, c'est principalement sur les produits qui sont cotés en bourse, donc les actions, les obligations. Les ETC et les ETN, ça va être plus sur les matières premières, sur l'or, les métaux précieux, les choses comme ça. Donc en fonction de ce que vous cherchez, généralement vous allez tout de suite plutôt filtrer par classe d'actifs plutôt que par catégorie d'ETF ou d'ETN. Voilà. Vous pouvez également filtrer par place boursière. Donc, si vous voulez des ETF qui soient cotés sur la bourse Getex, Xetra, sur la bourse de Londres ou sur Euronext. Donc, on voit que il y a principalement des ETF qui sont cotés sur Getex, Xetra et la bourse de Londres. Et puis, vous en avez quelques-uns qui sont cotés sur Euronext à Paris. Et enfin, vous pouvez aller choisir des univers d'ETF, donc des ETF longues. Donc, les ETF longues, c'est des ETF classiques. En fait, longue, ça veut dire que vous pariez sur la hausse de l'actif. En réalité, quand vous achetez une action, un ETF ou des choses comme ça, vous avez toujours comme espoir que l'ETF monte. Et donc, vous êtes ce qu'on appelle longue. Vous avez ensuite les ETF actifs. Donc, encore une fois, si vous ne savez pas comment ça fonctionne un ETF actif et si vous pensez que c'est une bonne idée, je vous invite à voir la vidéo qui s'affiche juste en haut à droite de votre écran. C'est une vidéo que j'ai faite où j'étudie donc une étude de Morningstar sur les ETF actifs et sur la performance des fonds actifs par rapport aux fonds passifs. Donc je vous invite vraiment à aller la voir si ces ETF actifs sont si intéressants que ça. Et enfin, vous avez donc les ETF short, donc c'est-à-dire que vous allez parier à la baisse d'un actif cette fois-ci et à effet de levier. Donc bien évidemment, ça, ce sont des ETF que je vous déconseille de toucher. Parier à la baisse sur un actif comme la bourse qui monte depuis plus de 120 ans de manière chronique, pour moi c'est vraiment aberrant. Et de toute façon, ça reviendrait à aller shorter le marché sur du court terme, donc à faire du trading, et c'est pas du tout ce que je vous recommande. Et les effets de levier, à moins que vous ayez du très long terme devant vous et que vous preniez un ETF x2, bon, je vous déconseille de le faire vraiment, même en x2, puisqu'en fait, si vous prenez un levier x2, ça veut dire que par exemple, vous prenez un Nasdaq, parce que généralement c'est là-dessus que les principales personnes font du levier. Vous prenez un Nasdaq x2. Si le Nasdaq fait plus 10% sur une année, vous allez faire plus 20%. Par contre, c'est aussi vrai à l'inverse. Si le Nasdaq fait moins 10%, vous allez faire aussi moins 20%. Donc, si vous êtes débutant, si vous n'êtes pas trop à l'aise et que vous ne savez pas trop comment choisir vos ETF ou quoi faire, je vous déconseille vraiment d'aller sur ce type d'actifs. Si jamais vous êtes un peu plus expérimenté, que ça fait plusieurs années que vous êtes là, que vous connaissez un peu les marchés, que vous connaissez également vous, allez sur des ETF à levier x2, pourquoi pas, mais vraiment, c'est quelque chose que je vous déconseille. Et si vous le faites, je vous conseille de le faire avec un tout petit montant et une toute petite partie de votre portefeuille pour essayer peut-être d'aller chercher un petit peu de surperformance. Mais voilà, si vous pouvez éviter, je pense que ce n'est vraiment pas plus mal.